Merci Garance, Margot, Léa et Émilie pour l'organisation de cette première séquence sur le logement et les échanges très intéressants qui ont eu lieu. Donc à présent, je vous propose de changer d'échelle et nous intéresser aux espaces publics à l'heure du Covid. Mais avant de laisser la parole à Clara, c'était juste un petit message pour demander si à chaque séquence, les intervenants pouvaient bien allumer leur caméra, s'il vous plaît. Comme ça, on peut aussi voir votre visage. Voilà, c'est tout pour moi. Clara, c'est à toi. En mars 2020, il y a tout juste 2 ans, la crise du Covid a imposé un changement dans les usages du monde urbain tel qu'on le connaissait. Les aires urbaines dans leur globalité se sont vues profondément impactées par une pandémie qui a bouleversé nos perceptions des espaces de proximité et de sociabilité. Avec la pandémie et surtout en raison du confinement, de nombreux citadins ont cherché à se créer une vie de village en ville, ce qui s'est traduit par une redécouverte de la proximité, tant sur le plan spatial qu'au travers de la consommation. Par ailleurs, des changements ont été induits par la pandémie ou ont accéléré les tendances quant aux attentes qui étaient en devenir. L'accès à la nature, aux espaces d'ouverture, mais aussi aux espaces d'interaction qui forment l'essence même de la ville. Donc, les multiples confinements ont entraîné une prise de conscience quant à l'importance de la qualité du cadre de vie et donc de celle des espaces publics, essentiels au bien-être physique et psychologique des citadins. Nous nous rappelons lors du confinement la hausse du nombre de joggeurs dans les rues, les usages dans les parcs pour échapper à l'enfermement dans un chez-soi plus ou moins confortable. Les habitants, les usagers, les commerçants se sont plus ou moins adaptés aux mesures de distanciation sociale en s'appropriant les espaces publics, notamment par ce que l'on appelle l'urbanisme temporaire, l'urbanisme tactile, sur lequel nous reviendrons par la suite. Ainsi, pour cette deuxième séquence de la table ronde, nous faisons le choix de traiter la question des espaces publics à l'épreuve du Covid. Donc, cette thématique nous paraît importante dans la mesure où la pandémie, elle a impacté le rapport à l'espace public de manière paradoxale. Donc, pour certains, cela s'est traduit par une volonté de recréer du lien au travers de cet espace, alors que pour d'autres, par le désir de fuir les interactions sociales induites par celui-ci. Donc, Antoine Fleury définit les espaces publics de la manière suivante. Comme un espace matériel, les espaces publics correspondent tantôt à des espaces de rencontre et d'interaction sociale, tantôt à des espaces géographiques ouverts au public, tantôt à une catégorie d'action. Donc, cette définition, elle est intéressante puisqu'elle donne plusieurs dimensions à ces espaces, la dimension sociale, spatiale, mais aussi politique. Elle constitue un point d'entrée pour questionner l'impact de la crise sanitaire sur la conception, la gestion et les usages des espaces publics. Ainsi, la crise du Covid-19 a-t-elle initié de nouvelles reconfigurations des espaces publics? Quels espaces publics seront souhaités demain? Donc, il s'agira de traiter ces sujets au regard de la crise sanitaire sans perdre de vue les perspectives et les réflexions à long terme en termes de politique d'aménagement. Donc, pour échanger aujourd'hui sur ce sujet, Claire Géléraud, Luc Viadzinski et Camille Duchemin nous feront le plaisir d'être avec nous. Claire Géléraud, vous êtes docteur en sociologie urbaine et chargée de projet cohésion sociale à l'Agence d'urbanisme de Toulouse, l'AUAT. Vous travaillez sur l'impact de l'évolution de nos modes de vie sur les territoires dans le cadre de la démarche Modus menée par l'AUAT. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Luc Viadzinski, vous êtes géographe et chercheur au laboratoire de recherche en architecture de Toulouse, professeur à l'INSAT. Vous dirigez également un master sur l'innovation et les territoires à Grenoble. Les rythmes urbains et la nuit comme dimension oubliée de la ville, pour reprendre une partie de votre thèse, sont au cœur de vos recherches. Donc, merci d'avoir accepté d'intervenir sur cette table ronde. Enfin, Camille Duchemin, vous êtes urbaniste consultante. Vous travaillez notamment sur la concertation innovante. Vous êtes également en collaboration avec des organismes d'urbanisme transitoire. Et plus précisément, en fait, vous interrogez sur la manière de dynamiser un quartier au travers de l'urbanisme transitoire et d'occupation temporaire. Donc, dans ce cadre-là, vos activités sont en partie tournées vers l'espace public. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je donne la parole aux animateurs Valérian et Elsa. Et si vous le souhaitez, vous pouvez formuler vos questions toujours dans le chat.
Donc, nous allons commencer avec vous, Claire Gellero. Donc, le Covid a fait évoluer les perceptions des espaces privés tels que le logement, ce qui a aussi impacté l'espace public. Il serait en effet limité de concevoir l'espace public sans prendre en compte la sphère privée. Par exemple, des pratiques qui avaient lieu dans l'espace public, comme les rencontres, se sont recentrées pour certaines dans le logement. Ces dernières pourraient un besoin nouveau dans l'espace public. Donc, de fait, l'articulation entre ces espaces peut aussi être un moyen de mieux comprendre l'évolution des besoins sur cette question. Donc, Claire Gellero, comment percevez-vous les évolutions liées à la crise sanitaire du rapport entre l'espace public et le logement que l'on peut identifier comme un espace privé? Peut-être pouvez-vous commencer par présenter la démarche Modus menée par la UAT. Bonjour, vous m'entendez bien? Ok, bon, alors déjà, merci pour cette invitation. Alors, dans le temps imparti, je vais peut-être pas réussir à répondre à toutes les questions que vous m'avez posées, mais après, on pourra poursuivre dans le chat. Donc, en préambule et au risque de paraître peut-être un peu en décalage par rapport à votre questionnement aujourd'hui sur les manières dont la crise, donc ici on fait référence à la crise sanitaire, mais il y a d'autres crises qui existent, crise climatique, il y a eu la crise des gilets jaunes aussi. Donc, dans la manière dont la crise sanitaire préfigure la ville de demain, je souhaite rappeler que donc, moi, je suis sociologue et que la sociologie, c'est une discipline qui a du mal à traiter les changements brusques. Or, donc une crise, c'est un changement brusque puisque c'est une rupture dans l'ordre normal des choses. Et en fait, en tant que les sociologues, on a besoin de temps un peu pour analyser ce qui change ou non. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des dynamiques urbaines qui sont à l'œuvre depuis déjà plusieurs années, mais que les événements des 2 dernières années sont venus peut-être accélérer ou bousculer un peu. Et en fait, donc, ces dynamiques, je vais les présenter effectivement à travers la démarche dont vous faites mention, qui est la démarche Modus, et plus précisément avec l'étude qu'on mène dans le cadre de cette démarche. Donc nous, à l'Agence d'urbanisme et d'aménagement, on a initié une démarche d'observation des modes de vie et des usages des habitants du territoire métropolitain, donc qui s'appelle Modus. Et dans le cadre de cette démarche, on mène depuis une année maintenant une étude qui porte sur la ville à domicile. Donc, ce à quoi on fait référence quand on parle de ville à domicile, c'est la réalisation chez soi d'activités que l'on fait usuellement dans d'autres lieux que son domicile, par exemple travailler, par exemple étudier, acheter, faire du sport, des activités culturelles, etc. Et donc, toutes ces activités que je viens de mentionner, ce sont des activités qu'on peut faire chez soi depuis longtemps déjà. Il y a des catalogues de vente par correspondance qui existent depuis très longtemps. Il y a certaines professions qui télétravaillent depuis longtemps, que ce soit occasionnellement partiellement ou totalement. L'école par correspondance existe également depuis longtemps. Enfin voilà. Donc par là, je veux un peu rappeler qu'il y a des pratiques au sein du domicile qui existent depuis longtemps. Néanmoins, le développement du numérique a pu les démocratiser, voire en développer certaines. Et là, avec le Covid, ce sont vraiment aussi des pratiques qui se sont beaucoup plus diffusées à une population beaucoup plus large. Donc, partant de cette tendance de fond, sur la plus grande variété d'activités qu'on mène depuis son domicile, nous, on a voulu un peu s'interroger sur ce que ça implique, ce que ça a impliqué sur ce qu'on fait en dehors de chez soi, parce qu'on aurait pu s'intéresser, comme vous l'avez fait sur l'atelier précédent, à qu'est-ce que ça implique pour le logement, est-ce que ça implique des logements un besoin de logement plus grand, un besoin de logement modulable dans lequel on peut travailler, mais aussi dans lequel on peut accueillir des gens, faire des activités, faire du sport, etc. On aurait pu se poser la question sous cet angle-là, mais finalement, on s'est dit qu'on allait faire un pas de côté et que ce qui était intéressant à interroger aussi, mais c'est aussi nous, en tant qu'agence d'urbanisme, notre positionnement, de dire est-ce qu'on ne regarderait pas plutôt toutes ces activités qu'on mène au domicile, qu'est-ce que ça implique maintenant sur ce qu'on fait en dehors de chez soi.
est-ce que ça change nos pratiques de l'extérieur? Est-ce qu'il y a des espaces qui vont être amenés à être réinterrogés? Et donc, en fait, c'est un peu… Voilà. Je vais un peu vous parler plutôt de ça aujourd'hui, peut-être plus que de l'espace public en soi et des pratiques de sociabilité sur l'espace public. Donc, nous, vraiment, notre piste d'analyse qu'on a retenue, c'était voilà, comment est-ce que les pratiques que l'on réalise depuis chez soi changent ce que l'on fait en dehors de notre domicile. Donc, on est en train de collecter du matériau empirique pour pouvoir répondre à ces questions. Parce qu'on ne peut pas y répondre comme ça. Il faut qu'on puisse se baser sur des données. Il y a très peu de données statistiques actuellement qui nous permettent d'étudier ces dynamiques, puisqu'on parle quand même là de choses qui ont été bousculées par la crise et qui, du coup, depuis les 2 dernières années, ne sont pas forcément évidentes à observer au niveau statistique. Donc, nous, on fait le choix de mobiliser et de produire de la donnée qualitative, des données ethnographiques notamment, à travers de l'observation ou à travers la réalisation d'entretiens. Donc, il y a un ensemble d'enjeux qui apparaissent sur cette concentration des pratiques au domicile. Il y a des enjeux sur les espaces commerciaux. Qu'est-ce que ça implique en termes de… Qu'est-ce que le fait de consommer depuis chez soi implique en termes d'aménagement urbain, d'aménagement pour accueillir les espaces de logistique, d'organisation de l'espace public pour pouvoir accueillir les livreurs qui se font de plus en plus nombreux, qui se déplacent en vélo, comment est-ce qu'on gère le dernier kilomètre? Enfin, voilà, ce sont des questions qu'on se pose déjà depuis longtemps, mais qui là sont encore plus renforcées parce qu'il y a une explosion de la pratique de la consommation à domicile. Et qu'est-ce que ça implique aussi en termes de nouveaux espaces qui apparaissent en ville. Donc là, je fais référence notamment au dark store ou au dark kitchen qui se développe là depuis très récemment et qui du coup implique un nouvel usage de l'espace. Est-ce qu'on tend vers moins de restaurants mais plus de dark kitchen et donc en fait une transformation comme ça de la ville et des espaces de vie au sein de la ville et qu'est-ce que ça implique aussi pour les galeries commerciales. C'est des espaces commerciaux dont la vacance ne fait qu'exploser sur les galeries commerciales en périphérie. Et le deuxième enjeu sur lequel je peux un peu, sur lequel nous on travaille, c'est le travail justement. Et en particulier le télétravail. Donc le télétravail, c'est pas une pratique nouvelle, je le disais en introduction. Néanmoins, on le voit quand même tous, c'est vraiment la pratique du télétravail a explosé depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Et en plus, ce sont des pratiques qui semblent s'ancrer, se généraliser, même si bien sûr tous les emplois ne sont pas télétravaillables, mais il y a quand même une vraie dynamique d'inscription du télétravail dans la réorganisation du modèle du travail. Et ça, ces pratiques de télétravail, elles ont des répercussions sur le territoire à plusieurs échelles. À l'échelle de son quartier, notamment parce que là, on s'appuie sur des données de l'ADEME. Donc l'ADEME, juste après le premier confinement, avait réalisé une étude et avait montré que les 70% des télétravailleurs pendant le confinement, mais aussi après, en fait, estimaient que ça avait relocalisé leur pratique du quotidien autour de leur domicile et que du coup, ils fréquentaient beaucoup plus les espaces à proximité de chez eux, que ce soit les commerces, que ce soit les espaces verts, etc. Et donc, si ces pratiques de télétravail continuent à se développer et s'ancrent vraiment on a aussi une question sur du coup, le renforcement de ces pratiques de proximité que chacun de nous aura,
et comment est-ce que ça va faire évoluer les quartiers résidentiels, des quartiers qui n'étaient pas forcément réfléchis pour accueillir tout un tas de pratiques. Donc ça, c'est un peu le premier enjeu, ou au moins la première échelle. La deuxième échelle, c'est un impact sur les espaces qui, eux, étaient conçus, ont été pensés et sont conçus pour accueillir les espaces de travail. Donc, on a encore peu de chiffres, mais on a quand même quelques projections qui sont faites sur la réduction du parc tertiaire. Donc, à Paris, il y a en Île-de-France, pardon, on estime une réduction actuelle du parc des espaces de travail qui sont compris entre 2 et 12% en fonction des projections. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ces espaces, de ces bureaux vides, de ces immeubles et de ces quartiers qui sont pensés de ces quartiers monofonctionnels qui sont pensés pour accueillir ces espaces de travail. Et à Toulouse, donc là, moi, je mobilise des données de l'Observatoire toulousain de l'immobilier d'entreprise. À Toulouse, les premières observations, elles révèlent une baisse de 20 à 30% de la demande par mètre carré, la demande de mètres carrés par individu. C'est-à-dire qu'on a du coup une baisse des surfaces de bureaux qu'on souhaite plus réduites et qui du coup questionne voilà, ce qu'on fait aujourd'hui des bureaux existants, des bureaux qu'on est en train de construire, de la demande et aussi de la volonté des salariés de travailler dans des espaces beaucoup plus mixtes et pas monofonctionnels où ils peuvent aussi trouver des aménités. Donc voilà un peu les deux gros enjeux qu'on travaille pour le moment, mais il y a tout un tas d'autres enjeux qui sont impliqués par la ville à domicile, et je pense qu'on va en parler peut-être dans cette table ronde. Moi, il me semble qu'il y a un enjeu qui peut être très intéressant et qui est sur est-ce que le fait que l'on pratique plus à côté de chez soi, son quartier, son espace résidentiel, est-ce que ça joue sur notre implication dans la vie locale, qu'elle soit associative ou politique? Est-ce que on tend vers des gens qui sont plus intéressés par ce qui se passe dans leur quartier ou dans leur espace de résidence, maintenant qu'ils y sont peut-être plus souvent? Enfin voilà, je pense qu'il y a tout un tas d'enjeux et celui-ci peut être intéressant. Voilà, j'ai fini et j'espère que je suis à peu près restée dans les temps. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention qui fait le lien avec la table ronde précédente sur le logement et qui souligne l'importance de penser la ville des proximités. Donc, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième question pour Luc Badzinski. Donc, lors des périodes de confinement, on a cherché à désaturer les villes et leurs espaces publics. Cette crise sanitaire a remis en avant les questions de densité urbaine qui semblent de prime abord contradictoires avec les règles de distanciation sociale. Cette approche spatiale des distances implique de s'interroger sur la vitesse, sur les rythmes sociaux et plus généralement sur l'aspect temporel de la ville et de l'urbanisme. Ainsi, on retrouve de plus en plus les termes d'aménagement temporaire, de ville malléable ou encore d'urbanisme chronoptique. Donc, selon vous, Luc Badzinski, en quoi la crise sanitaire a-t-elle modifié les rythmes et la temporalité des usages dans les espaces publics? Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Oui, je voulais vous remercier de votre invitation et de votre intérêt pour les réflexions qu'on peut mener. Vous ne m'en voudrez pas, mais je ne peux pas démarrer cette table ronde sur la ville, sur l'espace public sans avoir une pensée, une réflexion sur la crise elle-même, puisqu'on voit bien qu'on a une crise qui succède à l'autre. Et je dois avoir une pensée pour les femmes et les hommes en Ukraine qui sont sous les bombes. Je voudrais aussi saluer celles et ceux qui là-bas et aussi en Russie, prennent position dans l'espace public dans toutes ces dimensions, qu'elles soient sociales, spatiales et politiques. Voilà, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je ne veux pas faire semblant de continuer à réfléchir sur des questions qui, pour moi, sont centrales sans avoir une pensée pour ces personnes et puis pour les conflits oubliés, bien sûr. Alors, je pense que ça nous permet aussi de relativiser notre engagement, parce que j'ai remarqué depuis quelques années, quand on travaille sur l'espace public, il y a un petit côté romantique, engagé,
politique avant même la crise de la Covid, l'espace politique l'espace public, le lapsus, était devenu un espace très politique. Vous avez parlé des Gilets jaunes, un mouvement que j'ai beaucoup suivi, mais aussi je pense à Nuit debout, et puis je pense à toutes les révolutions des places dans le monde entier qui ont redonné une forte intensité à cette notion d'espace public, qui est à la fois pour moi un espace physique, politique, mais aussi un espace du faire, du bricolage. Je suis dans une école d'architecture, vous êtes aussi urbaniste. Voilà, donc cette question du faire, on a des représentants de l'agence urbaniste que je salue ici. Alors, je vais faire un certain nombre de remarques, ça sera à la serpe peut-être, et puis Claire me corrigera, ou les autres participants de la table ronde, ou vous-même les organisateurs. D'abord, sur la crise, je voulais dire qu'elle pouvait être la révélation du meilleur et du pire. Je pense que la crise, elle permet une montée en caricature d'une certaine façon d'un certain nombre de défauts ou de qualités qu'on peut avoir. Et derrière, généralement, il y a une accélération des mutations en cours. Je ne crois pas à une espèce de truc spontané, de choses qui seraient sorties de rien. Il y a ce qu'on appelle en prospective du présent des signaux faibles, et ces signaux faibles-là, ils étaient déjà présents en grande partie, notamment avec cette prééminence de la réflexion sur l'espace public. Et dans la mesure où j'ai quelques cheveux blancs de plus que vous, même pas mal, j'ai vu monter cette notion d'espace public, alors qu'elle était très franchement, en tout cas en France, très, très négligée. Je voudrais dire un mot aussi en introduction sur l'importance du sujet que vous posez, parce que on est sur la ville, et un de nos grands anciens, Pierre Claval, avait dit que la ville, c'était le lieu de maximisation des interactions. Donc, j'aime bien, moi, cette idée de ville comme lieu de maximisation des interactions, et où mieux que dans l'espace public, on peut maximiser ces interactions. Donc, c'est vraiment central. Donc, effectivement, on est dans quelque chose qui est très à l'épreuve de la pandémie, l'espace public, mais aussi très à l'épreuve des mesures sanitaires de distanciation. Je pense qu'on doit séparer les deux choses. Il y a la pandémie, la circulation d'un virus, et puis il y a toutes les mesures qui ont été prises qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes partout. Voilà. Donc, peut-être que si vous me posez la question des épreuves, c'est un peu comme une épreuve du bac, d'une certaine façon. Et effectivement, il y a eu une mise à l'épreuve de l'espace public. Alors, il n'était pas assis comme moi devant mon bureau avec une chaise, mais cet espace public, il a été mis à l'épreuve avec des impacts, un certain nombre d'impacts importants. D'abord, le confinement qui a restreint et limité dans l'espace et dans le temps. Vous avez insisté sur le fait que pour moi, la ville, c'est un chronotope, c'est un rythme, donc ça nécessite qu'on réfléchisse évidemment dans l'espace et dans le temps, et qu'on aménage peut-être l'espace, comme on l'a fait pendant des années, mais aussi qu'on réfléchisse sur l'aménagement du temps. Voilà, donc on a restreint, on a limité donc les usages dans l'espace et dans le temps, et notamment dans l'espace public. Ensuite, les mesures de distanciation qui ont été transformées, qui ont transformé notre rapport aux autres, en empêchant les contacts, en limitant les interactions et en changeant ce que Édouard Thiault a appelé la proxémie. Donc, c'est-à-dire cette science des distances qui sont des distances culturelles entre nous. Elles ont eu tendance à s'homogénéiser compte tenu des panneaux et des informations qui étaient à notre disposition sur les distances entre les personnes. Et je m'interroge sur la capacité. Aujourd'hui, à l'école, c'est notre première journée sans masque, et ça change beaucoup de choses. Mais je constate quand même que les distances restent là. Donc, est-ce que culturellement, ce qui était inscrit dans nos cultures, qu'on soit au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, qui marquait des différences, c'est homogénéisé, donc peut-être, et donc dans l'espace public. Deuxième élément, l'offre urbaine s'est restreinte, c'est-à-dire que non seulement dans l'espace public et dans l'espace, disons, semi-public ou dans l'espace de sociabilité, donc ça veut dire les commerces et autres, et dans les entre-deux qui sont les pas de porte entre ces commerces et la rue, disons, on a eu une diminution de l'offre urbaine, parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé, et donc ça a contribué à une forme de désertification de l'espace public, et souvenez-vous qu'on se promenait là-dedans comme si on était dans un film d'anticipation. C'était très, très étrange, et on s'évitait comme ça. Voilà, donc ça me semble important. Pour rejoindre ce que Claire disait tout à l'heure, Claire Géraud, j'avais traduit avec Vincent Kaufmann dans un bouquin qu'on avait fait sur
le manifeste pour une politique des rythmes, l'idée qu'en fait, avec la Covid, on avait eu une inversion des saturations. C'est-à-dire que avant, on était dans des espaces urbains très saturés et on rentrait chez soi pour se calmer. Et pendant cette crise, pendant ce confinement, on a eu tendance à être saturé chez nous, donc à hybrider nos espaces, les rendre polyvalents, d'une certaine façon intelligents. Mais en gros, on était transformés toutes et tous en monsieur et madame Ikea, c'est-à-dire sur un tout petit espace, faire le maximum de choses. Donc évidemment, ces thèmes qu'on avait posés il y a quelques années comme étant centraux, ces mots d'hybridation, polyvalence, modularité, malléabilité sont devenus des termes tendances. Je voudrais insister sur un impact toujours à court terme, c'est l'interdiction de la nuit. Pour la première fois, moi, j'ai vécu dans un pays sous couvre-feu. Et la nuit, c'est un des sujets de recherche que j'aime beaucoup. Et jamais j'aurais cru vivre un jour dans un pays sous couvre-feu. Pour moi, c'était une spécialité d'autres pays, le couvre-feu. Quand tout va mal, le pouvoir essaye de rétablir la paix. Donc, il interdit l'accès à la nuit, ou alors d'autres périodes, c'est-à-dire dans le passé. Voilà, donc ça, c'est des évolutions, disons, directes et quasi immédiates. Je voudrais signaler toujours sur la nuit, quand même, que d'une certaine façon, tout à l'heure, vous signaliez une espèce, dans votre introduction qui était bien faite, de paradoxe. C'est-à-dire, soit on se replie, soit on s'ouvre davantage, et notamment dans l'espace public, le logement. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire, au même moment où le gouvernement, par ses mesures, tuait la nuit, rappelez-vous, les discothèques, ça a été les premières fermées et c'était les dernières ouvertes. Vous voyez, donc, au même moment où on empêchait l'accès à la nuit, et donc qu'on la mettait d'une certaine façon en danger, et on mettait en danger la ville aussi, puisque les fabricants de la rencontre, que sont les barman, que sont les patrons de boîte, que sont les acteurs de la fabrique d'événements, ben ces acteurs-là, ils étaient empêchés de travailler, donc cette rencontre ne pouvait pas fonctionner. Or, on sait que c'est la demande première de l'homme comme animal politique. Donc ça, c'est à court terme. Et à plus long terme, je ne vais pas être trop long, mais je pense qu'il y a un changement de regard sur l'importance de l'espace public. Je pense que le confinement vécu lui-même, alors vécu seul dans l'espace public pendant 1 heure et quelques kilomètres, ou bien chez soi, a entraîné évidemment une réflexion, donc une réflexion sur notre rôle à la fois dans la pandémie, mais aussi dans les évolutions qu'on connaît sur la planète, mais aussi sur l'importance de l'espace public. C'était évident que c'était quelque chose qu'on avait sous les yeux, qu'on vivait quand on voulait, quand on en avait envie, puis ça nous est retiré. Donc là, ça crée évidemment une tension. Sur les rythmes, on s'est retrouvé à fabriquer des rythmes chez nous, et tout le monde s'est tombé en amour devant son compagnon ou sa compagne qui fabriquait son propre pain. On a redécouvert ce qu'était un bon repas, tout ça, on l'a oublié à nouveau, mais il y a eu ça, et ce goût-là, c'est aussi un goût de la ville, des petites choses, des petits quotidiens, comme pouvaient les évoquer Pierre Sanso ou Philippe Delerme plus récemment. On a redécouvert la lenteur, et on a redécouvert évidemment la proximité. Donc aujourd'hui, c'est l'espace public en dessous de chez nous qui était souvent délaissé. On renvoyait nos envies de nature, de sport, de plein air. On le renvoyait à plus loin. On prenait la voiture ou le transport en commun parfois, et on allait ailleurs, dans une forêt lointaine. Là, on a vécu ça près de chez nous, donc on a redécouvert aussi ça. Et donc aujourd'hui, on prie sainte proximité. Et la crise du pétrole arrive aussi là-dessus. Donc voilà, et on s'est rendu compte de l'importance des espaces publics, parce que ces espaces publics sont aussi des espaces libres et sont des espaces potentiels. C'est-à-dire le fait de pas, vous serez des aménageurs, des urbanistes, vous allez densifier, évidemment c'est intéressant, mais si on n'avait pas eu, comment je pourrais dire, si on n'avait pas eu les espaces libres, les espaces publics pendant la crise, qu'est-ce que seraient devenus nos établissements commerciaux qui se sont sauvés grâce aux terrasses temporaires? Qu'est-ce qu'on serait devenu quand on habite les centres-villes et qu'on est obligé on avait besoin de sortir et qu'on a trouvé un bout de parc, un peu de rue, une petite place pas trop occupée? Qu'est-ce qu'on serait devenu si on n'avait pas eu droit à ça
en proximité. Voilà, donc moi, j'identifie des impacts, disons, directs, et puis toutes sortes d'impacts qui vont jouer sur notre appréciation. Alors là, on est quand même plutôt dans des intuitions ou des débuts de signaux faibles ou des choses qu'on peut caler, mais on y reviendra, je pense, dans la deuxième partie des échanges, j'imagine. N'hésitez pas à me contredire. Merci beaucoup pour ces éléments de réflexion. Excusez-moi, j'ai été interrompu là, tout à l'heure. Pas de souci. Donc maintenant, nous allons nous tourner vers l'après-crise et la fabrication des espaces publics avec vous, Camille Duchemin. La crise sanitaire a bouleversé le quotidien et les besoins des citadins. Donc cela peut se percevoir au travers des coronapistes, par exemple, ou d'aménagements temporaires, afin de s'adapter au mieux aux besoins des habitants durant cette période. Mais maintenant, il faut voir quels impacts a eu cette crise dans la conception de ces espaces. Camille Duchemin, suite à la crise sanitaire, comment articulez-vous la conception des espaces publics tout en tenant compte des besoins des habitants? Bonjour, merci de votre invitation. Donc, je trouvais ça très intéressant, en fait, les deux premières interventions qui ont eu lieu parce qu'elles font assez lien avec les discussions que nous avions pu avoir, un peu cette notion-là entre le lien entre espace public, mais plus largement les espaces communs, donc c'est-à-dire ce qui crée du commun aujourd'hui et comment est-ce que les habitants et les usagers de la ville peuvent aussi se saisir d'opportunités et d'espaces pour continuer de vivre et continuer d'interagir, continuer de développer des initiatives, des activités, etc. Pour revenir un petit peu sur la conception même, vous m'aviez posé la question, est-ce qu'il y a eu des changements sur la manière dont on concerte, sur la manière dont on demande leurs avis aux habitants sur la conception des espaces publics. J'aurais tendance à vous dire que, un peu de la même manière que pour le logement, je pense que ça a accéléré certaines dynamiques. Aujourd'hui, on est de moins en moins dans des formats type atelier, un peu traditionnels ou réunions publiques pour faire de la concertation et faire de la participation habitante. En tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas du tout ce que je prône, c'est ce que je vous disais, j'essaie vraiment d'aller sur des pas de côté et surtout d'aller plutôt vers ces usagers et ces habitants des villes, notamment parce que on sort aussi des publics habituels de ces concertations publiques qui sont soit des personnes qui ont du temps à consacrer à ces concertations-là, soit des professionnels de la ville et ou des enjeux politiques. Une concertation du coup qui a un petit peu évolué dans ses formats. Alors, avant le Covid, on était plutôt sur quelque chose de festif, organiser des événements, permettre aux gens de pouvoir faire un pas de côté et donc permettre de nous retrouver dans certains éléments et donner leur avis. Aujourd'hui, c'était plus rendu possible. On n'avait plus le droit d'accueillir du public, on n'avait plus le droit d'organiser des rencontres, des concerts, des choses comme ça qui nous auraient permis d'aller à la rencontre des habitants. Et donc, on a réfléchi aussi à différentes modalités. Évidemment, un peu comme tout le monde, hein, nous avons testé aussi les outils numériques. Alors, à nouveau, on tombait aussi un peu dans les mêmes travers, en fait, hein, que les ateliers ou les réunions publiques. C'est-à-dire que le public qu'on pouvait capter, le public qui était présent sur ces rendez-vous-là n'était pas un public anodin, c'est-à-dire c'est un public habitué aux outils numériques et qui était familier et familière avec ces outils-là. Donc, on a fait un peu comme on pouvait, si je puis dire, à ce moment-là, mais je ne pense pas que ce soit souhaitable de le généraliser. Cependant, ça nous a aussi permis d'explorer cette phase-là qui fait dire que je crois fermement à la multiplication des espaces de concertation pour qu'on puisse avoir un impact et surtout qu'on puisse aussi aller toucher différents publics. Et l'espace numérique est un espace qui est approprié par une partie de la population qui peut être intéressante à questionner, notamment les trentenaires, quarantenaires, en fait. On a vu bien plus largement présent, en fait, sur des espaces de concertation. On a également parlé de cette question-là, justement, de comment tester des usages, comment préfigurer des espaces publics sans faire de la concertation, sans être dans une rencontre avec les habitants, mais plutôt sur des espaces tests. Vous m'avez parlé des coronapistes, mais en fait, il existe énormément de projets d'urbanisme tactique qui auraient pu répondre à cette thématique-là de la concertation ou en tout cas de la préfiguration des usages sans avoir cette rencontre-là.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une prise de conscience aussi de la part des usagers et des habitants de la ville sur le fait que nos villes, elles étaient très organisées comme des lieux de passage. C'est-à-dire que les espaces publics, finalement, devenaient des espaces de transition, de flux, où on passait d'un point A à un point B en essayant de rendre le plus praticable possible ces espaces-là, éventuellement faire une pause, mais pas s'y installer, entre guillemets. Cette crise-là du Covid, je pense qu'elle a aussi amplifié cette mise à jour en fait, du différentiel entre la personne qui dispose d'un petit bout de jardin ou d'une terrasse pour pouvoir se poser, boire un café, lire, etc. Et puis la personne qui n'avait aucun extérieur possible et qui du coup s'est rapproprié à un moment donné des espaces publics, ne serait-ce que pour effectivement prendre l'air, faire du sport et aller dans les extérieurs. Donc, je pense que ça a été surtout un accélérateur de cette prise de conscience aussi de se réapproprier aussi nos espaces publics comme des espaces d'interaction, de rencontres, etc. Sur les expériences d'urbanisme tactique, je pense que ça permet aussi d'accélérer cette envie et cette prise d'initiative, notamment de la part des décideurs publics, de tester en fait, et de préfigurer des usages avec des outils d'urbanisme tactique, et notamment le fait de proposer un équipement public, que ce soit un équipement sportif, un équipement pour les enfants, du design actif, des choses comme ça, pour pouvoir préfigurer des usages futurs, tester des choses et potentiellement aussi les ajuster. On peut considérer que cet équipement n'est pas du tout utile, ou alors on peut considérer que cet équipement pourrait l'être, mais n'était pas adapté. Voilà, pouvoir aussi permettre un droit à l'expérimentation, un droit au test, notamment de la part des usagers. Et enfin, je vous ai parlé également du lien que moi je faisais entre concertation, espace public et urbanisme transitoire, parce que c'est effectivement aussi dans mes activités. Alors, si c'est dans mes activités, c'est aussi qu'il y a une logique. Je ne suis pas passée professionnelle de la concertation à professionnelle de l'urbanisme transitoire par hasard. L'idée, c'était vraiment de travailler autour de ces communs. Comment redonner accès, et notamment entre deux projets à travers de l'urbanisme transitoire, à des espaces qui redeviennent des espaces de commun dans les villes, notamment à travers effectivement l'exploitation de ces locaux-là pour des locaux d'activité, pour des initiatives habitantes, associatives et ou de l'économie sociale et solidaire qui pourraient effectivement répondre à des besoins directs d'intérêt généraux sur le territoire. Mais aussi à travers des actions d'animation. Typiquement, aujourd'hui, on réfléchit de plus en plus à l'animation des territoires, et notamment à la mise en place d'espaces où on pourrait organiser la rencontre, des échanges entre les publics qui, par ailleurs, se croisent peu. Je vous donne un exemple. Aux Herbes Folles, sur une des occupations temporaires sur lesquelles et l'agence intercalaire. On a donc à la fois un pôle d'économie sociale et solidaire où des acteurs de l'économie sociale et solidaire se rencontrent, à la fois la forêt électrique où des acteurs de la vie artistique et culturelle de la ville de Toulouse peuvent travailler. Et enfin, il y a une colloque en hébergement d'urgence et solidaire qui a été créée sur ce même site. Nous, on a vraiment l'idée aussi que ces espaces-là puissent se multiplier, d'abord parce que c'est l'histoire des villes, c'est aussi d'accepter les autres, et y compris dans des rythmes différents, y compris dans des pratiques et des cultures différentes, et montrer que tout ça peut aussi s'articuler si tant est qu'on en organise une forme de gouvernance et qu'on accepte aussi cet espace d'expérimentation et donc ces ajustements. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je vois le temps qui passe, alors je vais peut-être vous laisser à nouveau la parole, et puis si vous avez des questions, on reviendra sur ces sujets-là. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Avant de faire remonter les questions du chat, est-ce que l'un d'entre vous souhaite intervenir ou réagir à ce qui a été dit par les autres intervenants? Sinon, on passe directement aux questions du chat. On en a une première qui est donc comment utiliser, exploiter les espaces publics pour faire face à ces crises. Donc là, on a une expression assez forte, faire face, lutter,
Peut-être vous voulez prendre la parole pour essayer d'y répondre. Vous voulez que je réponde? Oui, oui, allez-y. Oui, bah, je peux essayer. Je pense que c'est ce que nous ont montré, c'est ce que nous ont montré récemment les révolutions, ce que nous a montré Nuit debout, ce que nous ont montré les Gilets jaunes, c'est-à-dire que la révolution, elle était, ou en tout cas la manifestation, la résistance, on peut résister en habitant et dans l'habiter aussi, mais cette idée de prendre possession des espaces publics, ça a été très fort. Occupy Wall Street, ça a été ça aussi, le printemps des places arabes, enfin, enfin, les places du printemps arabe, pardon, c'est la même logique, c'est-à-dire qu'on on prend place, on reste, on s'assoit, on discute, et comme on disait de mon temps, on refait le monde. Et on repart de... c'est de là qu'on se dit, tiens, c'est quoi l'argent? C'est tellement banal, mais c'est quoi l'argent? Qu'est-ce qu'on mange? Tiens, et c'est comme ça que les choses... on a redécouvert ce lieu, bon, toujours rêvé, hein. On a toujours en tête une espèce de cité grecque quand on passe à l'espace public où tous les types d'espaces se superposent de façon idéale. Ça ne marche pas comme ça, mais en tout cas, il y a une prise de possession. Ça a été permis par c'est marrant, ça, par le numérique, qui a permis, par exemple, de réunir les gilets jaunes dans des endroits improbables pour aller stopper de la mobilité, d'une certaine façon, sur les péages. Puis après, repli sur les pires espaces de la modernité, qui sont les ronds-points, et investissement de ces espaces devenus des espaces publics. Donc, il y a cette idée que l'espace public, c'est aussi l'espace où on fait. Donc ça, je trouve que c'est un élément intéressant aussi. Donc, faire sortir de chez soi, c'est poétique et parfois, comment dire, dérisoire et voire ridicule, mais il m'arrive en circulant dans des grandes métropoles de voir sous un arbre un petit carré de terre avec un petit jardin. J'entends un drôle de bruit, je ne sais pas si c'est vous. Non, Non, c'est pas ici. Okay. De voir sous un arbre un petit carré de terre avec quelques fleurs plantées et puis un petit panneau ici jardin de Bernard et Sophie, ou voilà, ces petites choses qui font que voilà, on reprend possession, on s'approprie ces espaces et d'une certaine façon on se réapproprie la ville. Donc on n'est plus dans des manifestations dans l'espace public où on nous donnait le droit de circuler de Bastille à République, voilà, et on est plutôt dans des mouvements de réappropriation à différentes échelles. Donc c'est des rues, il faut relire des gens comme De Certeau, par exemple, qui a dit des choses intéressantes dans ce domaine-là. Merci. Peut-être Camille Duchemin ou Claire Gelleroux, vous voulez intervenir sur cette question? Sinon... Bon, alors, moi, je peux compléter, mais c'est vrai que la question, du coup, au départ, quand je l'ai vue apparaître dans le chat, je me suis dit comment y répondre. Et puis, je me suis dit, mais en fait, les espaces publics, ils sont déjà utilisés donc, pour se rassembler, comme Luc Wazinski vient de le dire, mais aussi pour organiser de la solidarité. Hein, les personnes, voilà, pendant la crise, il y a eu des personnes qui se mobilisaient pour livrer en vélo des repas aux personnes sans abri. Donc, ils sont utilisés de cette manière. Ils l'ont été pendant la crise, ils le sont toujours. Après, peut-être qu'à préciser dans la question, quand on dit, on parle de qui? Est-ce que du coup c'est la force publique? Est-ce que la question c'est ça? C'est comment est-ce que la force publique utilise les espaces publics pour faire face à la crise? Pour faire face aux crises, pardon. Elle le fait de différentes manières. Elle peut le faire justement en mobilisant du coup de l'urbanisme tactique. Elle peut le faire en n'utilisant pas l'espace public, en empêchant de s'y rendre aussi. Voilà, puisque pendant tout un moment, pendant les confinements, on n'avait quand même pas accès non plus à tout l'espace public. Puisqu'on était limité à 1 km autour de chez soi. Donc, il peut être utilisé comme aussi on peut empêcher son utilisation. Donc, c'est peut-être, ça répond peut-être pas précisément à la question, mais il y avait peut-être matière un peu à
à préciser du coup ce qu'on entend par qui utilise l'espace public, quoi. Merci. Camille Demain. Oui, peut-être pour compléter, hein, moi je rejoins complètement l'analyse de Luc et de Claire, hein, par ailleurs, sur un peu la définition même de cette question-là. Moi, je reviendrai peut-être sur la question des crises. Ces crises qui sont multiples, et notamment, effectivement, la crise du logement, la crise environnementale, etc., etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, plus que avant cette crise Covid qui peut-être a aussi conscientisé, ou en tout cas a participé à une conscientisation d'un besoin vraiment de transition. Alors, on peut être frustré sur le fait que cette transition, elle est longue, elle est lente, mais néanmoins, pour nous, on se rend vraiment compte, en tout cas dans les espaces que l'on anime sur l'urbanisme transitoire, qui sont pas de la préfiguration de tiers-lieux, ou en tout cas de lieux de rencontres et d'échanges, qu'il y a une véritable envie aussi de s'armer, de faire face à ces crises-là. Alors, à nouveau, hein, de qui on parle, est-ce que c'est la puissance publique, est-ce que c'est les habitants, est-ce que c'est les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Moi, je vais plutôt parler au prisme de ceux que je connais le mieux, de celles et ceux que je connais le mieux, à savoir effectivement les usagers et les habitants, en tout cas celles et ceux qui participent pleinement à nos activités. Et donc, il y a une véritable volonté aussi de s'organiser, de créer des liens de solidarité. Et typiquement, Claire en parlait, nous sur un espace d'occupation temporaire que nous avions à Bellefontaine, pendant le premier confinement, donc avec l'agence intercalaire, s'est organisé un réseau d'acteurs de la solidarité pour faire de la livraison de repas, qui n'était pas du tout présent sur place à la base, mais qui avait VU écoute du fait qu'il y avait un lieu avec des acteurs aussi de la solidarité qui étaient sur place. Et donc, ce lieu-là a permis la rencontre entre des forces vives pour s'organiser rapidement. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi des enjeux à consolider ces espaces-là de rencontres et d'échanges pour faire face aux crises multiples j'allais dire qui nous attendent, mais dans lesquelles nous sommes déjà. Je peux dire un mot? Oui, je trouve intéressant ce qui vient d'être dit. Je voudrais juste rebondir parce que je crois que la crise, elle nous a montré aussi elle a confirmé l'idée que les réponses ne viendraient pas d'en haut. Et donc, qu'elle va laisser toutes sortes d'expériences. Enfin, il ne faut pas non plus idéaliser toutes ces expériences, ces bricolages, tout ça, mais il y a eu des choses, souvenez-vous, des actes de solidarité, d'invention. Je pense aussi au Fab Lab qui ont fait des masques. Enfin, il y a eu toutes sortes de choses comme ça qui ont été intéressantes. Donc ça, c'est le premier point. Donc je pense que dans nos imaginaires où on avait encore un hôpital qui fonctionnait, des structures qui allaient répondre, on a vu que c'était plus compliqué que ça. Deuxième chose, je pense qu'on a compris, et la crise qu'on vit actuellement, elle est encore là-dedans, qu'on est vraiment dans quelque chose d'incertain, qu'on est face à un monde incertain, et que la clé d'entrée de la modernité, où on savait ce que serait demain, que demain serait meilleur qu'aujourd'hui, qu'on mettrait en place les outils techniques pour y arriver, et qu'on allait dire, un peu Prométhée, ce que serait demain, c'est plus possible. Par contre, ce qu'on a acté, c'est qu'il faut qu'on soit capable de construire même si on ne sait pas ce que sera demain, construire des dispositifs pour qu'on puisse y aller demain. Et dans un demain qui soit plutôt quand même pas trop dur. Donc, je trouve que l'espace public, c'est le lieu où parler de ça, où on peut parler de ça, où on peut échanger là-dessus, où on peut se frotter, s'engueuler. Là, on va retrouver peut-être les engueulades dans l'espace public. Voilà, et où on va pouvoir inventer quelque chose sans qu'on sache aujourd'hui encore ce que c'est. Et ça veut dire, pour moi, et par rapport à votre notion d'espace public et la Covid, c'est comment on retrouve la confiance. Et pas une confiance de normes imposées d'en haut, mais une confiance tricotée au quotidien dans les échanges. Ça me semble fondamental. Ça s'appelle un peu la transmodernité, si j'ai bien compris. D'accord, merci. Je voulais juste revenir sur un petit point. Claire Gellereau, lors de votre intervention au début, vous avez questionné la proximité des espaces publics qui pose aussi la question finalement des inégalités d'accès. Donc, on pourrait se demander comment faire pour que chacun puisse avoir accès à un espace public à proximité de chez lui, sachant
connaissant la contrainte du foncier dans les grandes villes telles que Toulouse. Excusez-moi, j'ai eu un moment d'absence. Vous pourriez répondre à la question, répéter, pardon, pas répondre. Oui, je disais que la question de la proximité des espaces publics avec le domicile pose aussi la question des inégalités d'accès à ces espaces-là. Et donc, comment faire pour que chacun puisse avoir accès à un espace public à proximité de chez soi, sachant la pression foncière, notamment dans les grandes villes. Donc, comment on peut concevoir les futurs espaces publics pour ça? Alors, je vais avoir un peu du mal à répondre à votre question dans les minutes restantes, mais je pense déjà qu'on peut peut-être dissocier la question de la pression foncière avec la question des espaces publics en partant du principe que les espaces publics participent à la qualité de vie et que si et que du coup, les gens sont aussi prêts à accepter peut-être des logements plus petits ou si en fait autour ils ont des espaces publics de qualité qui leur permettent des usages différents qu'ils auraient autrement dans un espace type un jardin ou un balcon. Donc, je pense que c'est pas, enfin, il ne faut pas, je pense, prendre la question foncière comme étant bloquante pour penser la disponibilité de la création d'espaces publics. Ça, c'est une première chose. Après, en termes d'inégalité d'accès, il me semble que du coup, les documents. Alors, je suis sociologue, moi, donc je suis un peu un ovni à l'agence, mais je ne travaille pas donc aux documents de planification, mais je pense que pour limiter l'inégalité d'accès à des espaces publics, on peut aussi peut-être réfléchir à imposer dans les documents de planification qu'il y ait des espaces publics de plus ou moins grands, plus ou moins verts, avec des usages plus ou moins possibles, variables, obligatoires dans les quartiers. Mais c'est un peu difficile pour moi de répondre à votre question plus précisément. J'en suis désolée. Non, non, pas de souci. Merci beaucoup. Donc, on va revenir sur une question du chat. Peut-être que les autres intervenants souhaiteraient répondre à cette question, à la question que j'ai posée précédemment sur les inégalités d'accès. Je pense notamment à l'approche temporelle. Peut-être que, Luc Wadzinski, vous aurez des éléments à ajouter par rapport à ça. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Je pense qu'on doit... Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Non, peut-être ce qui est intéressant, j'avais prévu d'intervenir sur la deuxième question, mais je n'ai pas fait. Mais peut-être qu'il y a un élément que la crise a montré, c'est justement l'intérêt de ne pas apprécier les espaces publics et la ville simplement dans des logiques d'espace, mais en prenant en compte des temps en particulier, puisqu'on était renvoyés les uns et les autres à des calendriers, à des moments où on avait le droit de sortir, pas sortir, et ainsi de suite. On était limité, on a pris soin de réguler, de travailler un peu sur des agendas et avoir une réflexion dans ce sens. Et j'ai regretté que côté compagnie et société de transport, alors il y a eu quelques essais, mais pour créer de la distance entre les personnes, il y a la possibilité de les délayer dans l'espace. Donc on a mis des distances entre des personnes, mais on aurait pu aussi travailler sur la dilution des personnes dans le temps. Et par exemple, dans les transports en commun, plutôt que tous s'y retrouver, finalement, ne pas respecter les fameuses distances sanitaires, il eût été préférable de jouer sur l'étalement des horaires de travail, le matin, le soir, à différents moments, pour qu'il y ait moins de personnes dans les transports en commun et plus de transports en commun, moins de personnes, et donc moins de proximité. C'est une idée qui au début est arrivée, il y a eu un ou deux tests, et puis une fois de plus, ça a été oublié. Voilà, je voulais juste introduire cette notion de temporel.
Merci. Il y a une question dans le chat qui porte notamment sur les espaces périurbains et la forme qui vous questionne sur la forme de publicisation des espaces agricoles au travers des chemins qui peuvent être privés. Et de ce fait, qui questionne comment ils ont été utilisés comme espace public lors du confinement notamment. Du coup, quel regard pouvez-vous porter sur ces pratiques? Je peux pas répondre. J'ai pas mené d'études dans ce cas-là. J'ai juste travaillé sur la nuit, en fait, hein, à ces différents moments, mais j'ai pas mené, moi, de travaux sur la place des espaces publics entre les différents endroits, le centre, le périurbain, le rural. Je n'ai pas pu le faire, mais on peut quand même constater qu'en général, le travail que font les pouvoirs publics sur la qualité de l'espace public entre le centre et l'extérieur de la ville jusqu'à se retrouver des nouvelles centralités, il est très dégradé en fait. Vous pouvez faire l'exercice que ce soit de jour comme de nuit, vous partez du centre d'une ville, Toulouse par exemple, et vous marchez vers la périphérie, vous verrez que le mobilier urbain n'est plus le même, évidemment, la fréquentation n'est plus la même, les commerces sont plus les mêmes, la qualité même des matériaux. Je pense qu'un mètre carré d'espace public au centre-ville de Toulouse, c'est pas le même prix qu'un mètre carré d'espace public à quelques kilomètres du centre ou à quelques centaines de mètres du centre. Donc, ça veut dire qu'il y a une vision spatiale de la qualité des matériaux, au moins, dans l'espace public et même de leur agencement. Il y a un soin qui n'est pas le même. Donc, ça veut dire il faudrait travailler soit une égalité dans une égalité urbaine, c'est-à-dire les mêmes montants investis aux mêmes endroits, ou alors travailler sur la mobilisation finalement des acteurs locaux pour la co-construction d'espaces publics de qualité, quoi. Mais en tout cas, la différence est là. Après, je suis incapable de vous dire, parce que j'ai lu des choses, mais qui n'étaient pas solides sur centre-ville, périphérie, quartier, comme on dit, et sur les pratiques pendant le confinement. Mais il n'y avait rien ni de global, de systémique, ni de mon point de vue de très solide. Donc, je veux pas faire de café du commerce là-dessus. D'accord. Nous, à l'agence, on est en train, là, dans le cadre de Modus et de l'étude ville à domicile, de produire du matériau empirique sur les usages à proximité de chez soi. Mais en fait, on n'a pas encore, notre panel est encore insuffisant pour pouvoir vraiment bâtir des comparaisons solides entre différents types d'espaces, donc périurbain, périphérique, rural ou central. Et par ailleurs, les pratiques des habitants sont pas uniquement à lire à travers un prisme de type de quartier habité, de territoire, mais aussi à partir d'une dimension à partir voilà, d'une lecture multidimensionnelle qui croise aussi les catégories socio-professionnelles, la question des revenus, des trajectoires résidentielles. Enfin voilà, on peut pas. Il faut qu'on fasse ce travail d'analyse qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on est en train de produire. Donc je peux pas répondre plus précisément. D'accord, merci. Camille Duchemin, juste pour compléter. Juste pour compléter, moi, cette question, elle me fait un peu penser à des travaux qu'on avait menés, notamment en concertation sur la place du patrimoine immatériel dans certains quartiers, et notamment de qu'est-ce qui fait valeur, alors que ce soit sur des espaces publics, mais aussi sur l'histoire de certaines zones, etc. Et donc, je pense qu'il y aurait un travail à faire assez important, justement, sur ce que, dans le centre-ville, dans les cœurs, les quartiers les plus périphériques et périurbains, qu'est-ce qu'on appelle espaces publics, quels sont ces espaces. Mais je rejoins un peu Luc, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment d'expérience, en tout cas, qui montre qu'il y a un tout global. Je ne suis pas tout à fait sûre que d'une ville à l'autre, les mêmes espaces soient ceux qui font l'unanimité, que les mêmes espaces soient les mêmes espaces de rencontre, etc. Je pense que c'est très lié aussi à des histoires de territoire, de vie, de ville. Et même dans les quartiers. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse en faire
une unanimité. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la prochaine table ronde. Merci d'avoir intervenu sur cette séquence. Merci beaucoup. Merci à vous.